Bernard, dans la deuxième partie, le thème, c'est la socialisation de l'homme conscient. On parle de respect, on parle de développement de l'identité, de l'individualité. On parle évidemment d'un potentiel extraordinaire qui se dégage de cet homme là, qui rayonne, qui, dans son développement, semble pouvoir créer des choses extraordinaires. Est-ce que c'est réaliste de penser que des êtres qui s'individualisent peuvent vouloir un jour se socialiser ensemble, développer un ensemble de relations qui permettent de créer quelque chose de matériel, de concret? Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est quelque chose qui va se faire seulement dans 1000 ans? C'est une question très importante. Si on parle d'évolution, si on parle de conscience, si on parle de conscience avancée, si on parle si on parle techniquement de fusion, on parle d'une nouvelle race humaine. Pas dans le sens physique du terme, mais dans le sens mental du terme. Mm-hmm. Donc, parler d'une nouvelle race, ça veut dire que, à un certain moment donné, au cours de l'évolution ou du progrès de l'humanité, à un certain moment donné, il y a une coupure, il y a une scission entre un groupe d'hommes et un autre groupe d'hommes. Pendant l'évolution, la scission se faisait au niveau matériel, au niveau des corps matériaux. Il y avait relocation des corps, relocation de la physicalité. Le tout étant toujours dominé par la conscience collective. Alors que dans l'évolution, on parle pas nécessairement de relocalisation de la physicalité, mais on parle de relocalisation de la conscience. Donc, on parle de séparation mentale, psychologique, psychique entre une humanité quelconque et une autre humanité. Mm-hmm. Donc, quand on parle d'une race racine, d'une nouvelle race racine sur le plan évolutif, on parle d'individus dans le monde qui peuvent être mélangés, si vous voulez, à une race ancienne, corporellement. Mais on parle aussi d'individus qui, sur le plan relationnel, éventuellement arriveront à développer des facultés suffisamment avancées au niveau psychique pour devoir reconnaître une affinité entre eux et éventuellement créer une nouvelle tendance historique. Cette nouvelle tendance historique-là fera partie de la conscience de ces individus-là en évolution. Donc, projeter sur cette tendance historique-là, c'est dangereux parce que ça aurait tendance à créer chez l'individu en voie d'évolution une forme mentale. Mm-hmm. Donc, je suis pas tellement intéressé à parler dans ce cadre-là. Par contre, sur le plan psychologique, sur le plan psychique, aujourd'hui, on peut identifier des individus qui, dans une relation particulièrement syntonisée, se retrouvent quasiment dans un mouvement perpétuel de créativité pour en arriver finalement à donner à leur échelle une direction particulière à leur expérience. Ouais. Ça peut être embryonnaire, ça peut être à une petite échelle, ça peut devenir avec le temps à une grande échelle, mais on peut pas en tant qu'individu penser à une grande échelle parce qu'à ce moment-là, on confond nos désirs personnels pour les buts ultimement très vastes d'une évolution cosmique. Mm-hmm. C'est un petit peu comme si vous auriez pris un Romain ou un Grec dans le temps de la Macédoine, par exemple, puis vous l'auriez confronté à l'évolution de la Grèce ou à l'évolution de Rome ou à l'évolution de l'homme de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Il n'aurait pas pu systématiquement faire la gestion de cette précognition-là, mm-hmm. donc de cet avantage temporel-là,
par rapport à son avantage personnel. Fait que c'est dans ce sens-là que c'est une perte de temps. Bon, si on le regarde, si on le ramène, disons, à ce qu'on est capable de gérer dans les médias, moi, je vous ai entendu parler dans plusieurs autres conférences du phénomène du non conflictuel. Est-ce que l'embryon de cette nouvelle socialisation, puisqu'il ne semble pas y avoir de déplacement corporel, mais qu'il semble y avoir plutôt une nouvelle façon de traiter mentalement avec les gens, est-ce que le non conflictuel est l'embryon de cette démarche vers cette socialisation-là? Oui. L'absence de conflit, serait la meilleure façon de définir cette nouvelle gestion des énergies humaines. Un être conscient ou des êtres conscients ensemble, quelle que soit la location de leur physicalité, ou quelle que soit la gestion occulte de leur personnage morontiel, ces êtres-là, effectivement, seront des individus qui auront totalement contrôlé les énergies de l'âme. Donc, ces êtres-là ne pourront plus vivre, subir ou participer consciemment au conflit. Donc ça, c'est une bonne définition de la conscience de la race Saracine. C'est une bonne évaluation du devenir de l'homme conscient. Comment l'homme conscient sera demain? Ce sera un être totalement non conflictuel. Est-ce que dans l'étape immédiate où l'être, dans son évolution, est encore en contact fortement avec l'âme, son âme, est-ce qu'il est possible de situer les éléments de conflit qu'il peut rencontrer de par sa programmation? Parce qu'on ne veut pas nécessairement un conflit, on subit par la pensée un conflit. C'est l'astral qui nous déclenche des comportements conflictuels. Est-ce que c'est possible d'identifier des zones de conflit qui sont majeures chez l'être? Je vous donnerai comme exemple, est-ce que le seul fait de ne pas être capable de confronter une pensée, c'est déjà l'origine d'un conflit en soi? Une pensée qu'on a, là. Une définition occulte du conflit serait, par exemple, l'inhabilité chez l'homme de neutraliser instantanément la moindre conscience territoriale par rapport à la valeur qu'il donne à un constat. C'est bon, ça. Donc, un homme qui est capable instantanément de neutraliser la valeur territoriale qu'il a par rapport à un constat, à quelque niveau que ce soit. Que ce soit sur le plan mental, le plan des idées, le plan des émotions, le plan de la valeur locale des objets. Autrement dit, ce qu'on retrouve dans la matérialité matérielle. À ce moment-là, le conflit n'existe pas. Puis, pour accéder à cet état de conscience, parce que c'est réellement un état de conscience, c'est plus des attitudes, là. Pour accéder à cet état de conscience-là, faut avoir une conscience très transparente. Faut réellement être très, très loin de sa personnalité. Faut être réellement très individualisé, très avancé dans le développement de sa personne. Donc, le processus d'individuation est très avancé, là. Donc, la présence de l'esprit dans l'âme, ou à travers l'âme, ou à travers la mémoire, qui constitue la substance même de la personnalité, est très développée. À ce moment-là, le non-conflictuel s'installe, pas par choix, mais par volonté. C'est la volonté de l'être de ne pas vivre le conflictuel et de ne pas être imposé le conflictuel. Donc, à ce moment-là, l'homme sera amené à développer des liens dans le monde avec des individus qui auront cet acabit mental-là. Et c'est ça qui déterminera probablement l'aspect embryonnaire de cette micro-société-là qui deviendra, avec le temps, de plus en plus répandue dans le monde, si vous voulez. Mais toujours en tant qu'individu, parce qu'il n'y aura jamais de conscience collective au niveau d'une conscience supplémentaire, malgré qu'il y aura des individus qui pourront travailler ensemble. Donc, ça demandera une fine gestion de ce qu'on peut appeler son périsprit. Le périsprit étant les égrégores qui font partie de la conscience astrale de l'homme, mais qui n'ont jamais été maîtrisés par l'ego parce que l'ego n'a jamais eu conscience absolue de l'origine de sa pensée. À partir du moment où l'ego a conscience absolue de l'origine de sa pensée, il est capable d'absolument établir ou de comprendre
le jeu qui se joue dans sa conscience mentale. Donc, s'il y a un jeu qui se joue au niveau du mental pur, ou s'il y a un jeu qui se joue au niveau du mental inférieur, il en est totalement conscient. Donc, à ce moment-là, il sent la manipulation. S'il sent la manipulation, à ce moment-là, il est capable de la fracturer, l'arrêter, la briser, pour redonner à l'homme, c'est-à-dire pour remettre dans sa relation humaine la valeur fondamentale de son caractère unique, qu'on appelle l'amour ou le respect. Mais pour ça, il faut qu'il soit conscient de la manipulation. Le problème de l'homme, c'est que si on le prend à un extrémiste, par exemple, si on prend les conflits qui existent entre les Arabes et les Juifs, si on prend les conflits qui existent entre les protestants du Nord et les catholiques, les protestants et les catholiques en Irlande, et ainsi de suite, ou les hommes, dans n'importe quelle situation polarisée, on reconnaît facilement que les individus sont incapables de prendre conscience de la manipulation qui se fait à leur insu de leurs instincts intelligents. Donc, si on n'est pas capable de prendre conscience de ces manipulations-là qui font partie de l'astralisation de l'homme, mais c'est évident qu'on n'est pas prêt à vivre le non-conflictuel, puis que l'évolution de l'humanité sur un plan politique ou sur un plan social ou sur un plan protocolaire est très, très longue. Alors que chez l'homme conscient, ça devient instantané. Donc, chez plusieurs hommes conscients, c'est aussi instantané. Et ça fait partie d'un modus operandi qui ne peut pas être... qui ne peut pas relever d'une attitude personnelle. Ça fait partie de l'état d'esprit. Ça ne fait pas partie des conflits d'âme. C'est intégralement cela. D'où vient cette importance que les gens accordent à la valeur des idées? Les gens mettent de la valeur dans les idées parce que les gens ont l'impression que par les idées, ils sont capables de découvrir le réel, alors que par les idées, ils ne font que s'introduire à des perceptions plus ou moins précises de ce qu'on appelle le réel. Donc, à travers les idées, l'homme n'est pas capable de s'instituer en tant que critique absolue, parce que c'est trop lourd pour l'ego de s'instituer en tant que critique absolue de la réalité. Parce que ça demande qu'il abatte les idées qui, temporellement, ont précédé sa conscience. Donc, l'homme est obligé d'honorer l'histoire. L'homme est obligé d'honorer l'histoire en tant qu'autorité. Autant au niveau des religions qu'au niveau des philosophies ou des sciences. Il n'est pas capable, en tant qu'individu, de supporter, dans le vide total de sa conscience planétaire, le fait que la pensée vient d'ailleurs, qu'elle détermine l'évolution de la conscience, qu'elle est capable aussi d'établir, selon son temps ou ce qu'elle veut, les constats, c'est-à-dire les observations nécessaires à l'évolution d'une perception de la réalité, autant matérielle que immatérielle ou paratemporelle. Donc, pour que l'ego soit capable de supporter cette critique absolue-là, qui fait toujours partie de sa complicité avec le double, il faut qu'il soit réellement sans émotion. Donc, il faut qu'il soit capable de ne mettre aucune valeur dans les idées, et il faut qu'il soit capable aussi, lorsqu'il fait la critique absolue de la réalité, de ne pas interférer dans le processus créatif de ce constat-là, qui est celui qui lui impose, dans un temps ou dans un autre, de détruire ce qui a déjà établi comme présentoir de la réalité. Autrement dit, un être qui fait la critique absolue du réel dans un temps pourra, dans un autre temps, détruire ce qu'il a créé pour raffiner l'architecture mentale de sa conscience. Alors que, dans l'évolution, l'homme n'était pas capable de faire ça. Il était obligé de s'accrocher à une idée à partir du présent où il en faisait la gestion, où il en prenait conscience, jusqu'au moment où il était forcé par d'autres hommes à s'en libérer, où il mourait avec, et ainsi de suite. Tandis que l'homme conscient, lui, sera capable de réellement, selon sa vibration, selon la profondeur de sa pénétration dans le monde mental, selon son travail, il sera capable de détruire ce qu'il aura avancé quelques minutes ou quelques jours ou quelques années auparavant. Simplement parce qu'il sera totalement libre de la vérité.
Oui, parce que vous aviez déjà dit dans une autre conférence que la conscience vibratoire était la seule à pouvoir s'autodétruire. La conscience vibratoire est la seule à pouvoir faire la gestion des idées qui sont issues de sa présentation dans le monde à travers le mental. La conscience vibratoire ne se détruit pas, elle se modifie constamment et elle est capable de réarranger le reflet de la forme. C'est-à-dire qu'elle est capable de donner à l'homme, dans un instant quelconque, une perception absolue de la réalité en fonction de ses besoins-là. Parce qu'elle n'est pas réglée, cette conscience vibratoire-là, par ce qu'on pourrait appeler les attributs du pouvoir temporel. D'une civilisation, ou d'une religion, ou d'un Vatican, ou d'un gouvernement, et ainsi de suite. Elle est totalement libre dans la gestion de ses énergies, puis la manifestation de son rayonnement. Donc, la conscience vibratoire est capable, dépendant de l'individu qui en est le support, elle est capable de modifier à volonté, selon le besoin de la cause, les reflets de la forme. Donc, elle est capable de constamment ajuster les idées selon la capacité des individus de l'humanité d'en recevoir le parfum, si vous voulez. Bernard, c'est intéressant de voir qu'un être puisse avoir de l'identité, avoir une conscience vibratoire, puisse à son gré changer ses vibrations, donc les formes avec lesquelles il travaille. Mais on essaie d'imaginer 100 individus qui ont une conscience vibratoire, puis on essaie de se demander, dans un sens, comment ça pourrait éviter l'anarchie. Ah, ben c'est intéressant, ça. L'anarchie, c'est l'incapacité de l'homme de dominer la valeur de ses idées. Si l'homme était capable de dominer la valeur de ses idées, il n'y en aurait pas d'anarchie. L'homme aurait une conscience vibratoire. L'anarchie, c'est la stagnation de l'idée, mais qui crée une polarité parce que les idées sont toujours en fonction de leur valeur polarisée dans la conscience de l'homme. Tandis que chez un être conscient, l'anarchie est impossible pour la simple raison qu'un être conscient ne peut jamais fonder ou donner à ses idées une valeur quelconque. Donc, il ne peut pas l'associer à la vérité. Ce qui crée l'anarchie, c'est parce qu'on s'associe à des modes de vérité. C'est ça qui crée l'anarchie. Si l'homme ne pouvait pas mettre de vérité, qui est un état émotionnel, psychologique, subjectif, dans une forme, il serait capable de constamment modifier la forme selon l'état mental qu'elle produit quand elle pénètre dans la conscience de l'homme pour élever simplement sa vibration. Dans le fond, la valeur de la science, ce qu'on appelle la science. Quand je parle de science, je parle pas simplement de science matérielle. La valeur de la science, autrement dit, la valeur du savoir, c'est de confronter un statu quo pour l'amener plus loin. C'est de confronter une vibration pour l'amener plus haut. C'est de confronter un état d'esprit pour l'amener encore plus universel. Donc, c'est toujours pousser à l'extrême l'espace mental de l'homme. Et l'espace mental de l'homme, il peut être poussé aussi loin que la conscience de l'homme existe, aussi loin que l'absolu existe. Fait que si l'homme est capable de supporter le fait que son mental ou son espace mental est poussé plus loin, plus loin, plus loin, ben à un certain moment donné, il est plus intéressé à la vérité. Parce que la vérité, c'est définitivement une limitation sur sa capacité de comprendre, de faire la gestion de son énergie et d'interpréter le phénomène ou le nouvel en fonction du caractère unique de sa conscience, donc de sa fusion. C'est ça qui est extraordinaire chez l'être humain. C'est ça qui est extraordinaire chez l'homme nouveau, chez l'homme de l'évolution. C'est ça qui manquait chez l'homme de l'évolution. Et c'est pour ça que pendant l'évolution, on a constamment vécu l'anarchie. Et l'anarchie a servi simplement à créer des égrégores suffisamment puissants pour créer des révolutions temporelles, mais non pas créer une évolution paranormal chez l'homme. Donc, la civilisation a toujours été forte. Que ce soit la civilisation chinoise, que ce soit la civilisation grecque ou romaine, et ainsi de suite, ça a toujours été des égrégores qui ont fonctionné un petit peu comme des tornades dans un milieu très, très spécifique à une humanité dont la conscience mentale était gérée par des égrégores qui étaient liés à des émotions, donc à une conscience animiste d'un peuple qui n'avait pas réussi à réellement supporter la critique absolue parce que ça faisait pas partie de son éducation. Ça faisait pas partie du caractère universel de l'homme parce que l'homme universel n'existait pas dans ces sociétés-là. Mais dans une civilisation avancée, dans une civilisation, par exemple, qui serait pas régie par les lois par l'expérience de l'âme, ou dans une civilisation qui serait réellement, où tu aurais des individus qui seraient réellement uniques, mais avec des taux vibratoires différents, vous auriez constamment une révolution
dans le mental de la race, mais vous n'auriez jamais d'anarchie parce que aucun individu dans cette race-là serait lié à ce qu'on appelle nous autres la vérité. La vérité, ça a été la cause de la souffrance des races. Ça a été la cause de la souffrance de l'homme et ça a été jusqu'à la fin du 20e siècle la raison pour laquelle les hommes sont morts, la raison pour laquelle les hommes ont souffert, la raison pour laquelle les hommes se sont divisés et la raison pour laquelle les races, leur individualité karmique, ont été utilisées par les superviseurs sur les autres plans pour le développement de la race humaine. Puis nous autres, en tant qu'individus, on était les bouches-trous. On a été réellement utilisés, on a été manipulés à un point tel que même aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, la science qui prétend connaître, comprendre et pouvoir étudier le phénomène n'est même pas capable de s'habituer psychologiquement à penser que probablement la pensée vient d'ailleurs lorsqu'elle est capable de créer des radios dont l'onde vient d'ailleurs. C'est vrai. On est capable de dire, bon, ben, le radio, l'onde, elle vient de CKVL. L'onde, elle vient d'ailleurs. On est capable en science de dire, bon, ben, dans l'éther physique, dans le spatio-temporel dans lequel on vit, il y a des ondes qui se promènent là. Mais on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas l'intelligence, mais on n'a pas on n'a pas l'humilité scientifique ou l'humilité mentale pour reconnaître que l'onde, ce qu'on appelle la pensée, vient d'ailleurs, même au niveau du cerveau humain. Pourquoi? Parce que ça mettrait à terre des méthodologies, des méthodes d'observation, des besoins de reproduire le phénomène, parce qu'on veut avoir le contrôle sur la phénoménologie de la matière. Et un jour, on va être obligé de se rendre compte qu'on ne peut pas avoir le contrôle aujourd'hui sur la phénoménologie de l'esprit parce que l'esprit fait partie des univers parallèles. L'esprit fait partie d'espaces-temps qui ne sont pas régis par les lois einsteiniennes, par les lois de la lumière contemporaine, de la lumière physique telle qu'on la connaît. Donc, si pour nous autres, la lumière devient un absolu à 186 000 milles à la seconde, dans des univers parallèles, dans des mondes parallèles, la lumière a des vitesses plus rapides et la pensée est ultimement la plus haute des lumières, la plus grande des lumières, et elle est instantanée, et la pensée se véhicule à des vitesses tellement grandes que si l'homme était capable instantanément de voyager à la vitesse de sa pensée, il serait capable de rencontrer, dans le plan morontiel, ceux qui ont donné origine à sa conscience humaine, donc à son âme. Il serait capable de visiter les archives qui ont été, dans les passés, dans ces temps-là, les grands laboratoires scientifiques de ces intelligences-là qui ont travaillé et qui ont servi à la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme sur le plan matériel. Mais on a des émotions. Puis l'émotion retarde tellement, diminue tellement notre capacité de penser sans chaleur. C'est-à-dire notre capacité de communiquer avec la source de la pensée, que c'est difficile pour nous autres en tant qu'hommes de finalement admettre que notre cerveau, c'est un radio dont l'onde vient d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de prendre conscience de la critique absolue. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a établi le concept de Dieu? D'où vient le concept de Dieu? Ça existe-tu, Dieu? Pourquoi est-ce que ça existe, Dieu? Pourquoi est-ce que ça existe peut-être pas, Dieu? Autrement dit, ces concepts-là qui ont eu de la validité sur le plan psychologique à cause de la conscience de la race, dans un temps où la race était incapable, donc incompatible avec la lumière, parce que l'évolution n'a pas commencé. Comment voulez-vous que l'homme puisse reconnaître, comprendre, définir des questions fondamentales qui ont troublé les philosophies? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je m'en vais? Des questions qui sont totalement pernicieuses parce qu'elles font partie déjà du jeu de l'esprit. Un esprit qui est moindrement dans sa lumière ne se pose pas ces questions-là. D'où est-ce que je viens, d'où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je fais ici? Penses-tu qu'un homme qui est conscient a le temps de se poser la question d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais ici, d'où je m'en vais? Quand tu manges, quand tu chies, tu te poses pas de questions. D'où est-ce que je viens? Hein? T'es bien, tu manges, tu chies, t'es bien, il se passe toutes sortes de choses. T'sais. Mais nous autres, là, quand on est dans des états détendus, là, puis qu'on veut réellement prendre conscience de notre naissance, puis d'où ce que je viens, puis d'où ce que je fais ici, puis qu'est-ce que je m'en vais. Who gives a fuck? C'est avec ton ego. Ouais, ton ego qui s'énerve, ton ego qui est tout congestionné, là, qui a le rhume comme moi ce soir, là, puis quand l'ego a le rhume, il tousse. Puis quand il tousse des questions. Puis il n'y a pas d'antihistamine.
pour répondre à ces questions. Jusqu'à temps qu'ils prennent conscience que la question vient d'ailleurs. Si t'arrivais un jour et tu disais à un égo, écoute, ta question vient d'ailleurs puis ta réponse vient d'ailleurs, l'égo, il rentrera à la grande bâtisse demain matin, ça sera too much. Il dira, qu'est-ce que je fais ici? Parce que si tu dis à l'égo, ben la question vient de toi puis la réponse vient d'ailleurs, il va être willing de prendre ça. Au moins, je suis 50-50. Moi, je pose la question, puis la réponse vient d'ailleurs. Mais si tu dis qu'un jour, tu découvriras que la question vient d'ailleurs, puis la réponse vient d'ailleurs, il est fait, il rentre à grande bâtisse, tu le mets tout de suite sa pilule. Pourquoi? Parce que l'ego, il n'est pas capable de supporter le fait qu'il est enrhumé. Il n'est pas capable de supporter le fait qu'il pense. Il n'est pas capable de supporter le fait que le cerveau, c'est un téléphone. Il n'est pas capable de supporter le fait que la pensée, c'est de la téléphonie. Il n'est pas capable de supporter le fait que le phénomène de la pensée, sur le plan matériel, c'est une diversion stratégique de ce qu'on appelle la science morontielle dans des mondes parallèles. Pensez-vous que l'homme, sur des plans opposés à la mort, a le temps de penser? Penser, c'est une aberration. C'est totalement ridicule, penser. Mais on est tellement habitué à penser, ça fait tellement partie du taux vibratoire de notre conscience mentale que de temps en temps, quand que ça pense pas, là, parce que ça arrive dans la vie de l'homme qui pense pas, dis quoi, hop, j'entends quelque chose. Hop, là, le gars est content, il dit, j'entends quelque chose. C'est pas moi qui ai pensé ça. J'ai entendu une voix qui me dit, hop, là, il est tout énervé. Et même toi, si le gars est de même tout le temps, tu peux pas être énervé tout le temps. Tu vas sauter. Fait qu'il faut que tu te calmes. Fait que ça se fait lentement. Mais un jour, il va arriver que l'homme va arrêter de penser. Pourquoi? Parce qu'il va avoir compris qu'il pense qu'il pense. Puis quand tu as compris que tu penses, ben t'arrêtes de penser parce que c'est inutile, ça. Fait que là, à ce moment-là, tu vis un processus de transférence de ta conscience. Tu deviens un être en communication. Là, c'est les deux téléphones qui se parlent. Et là, quand t'es rendu à accepter que t'es un téléphone ou que t'es un radio, puis t'es capable de communiquer avec un autre radio, ben à ce moment-là, t'es suffisamment dépolarisé au niveau de tes émotions, puis la vérité, pour comprendre que l'anarchie dans les idées, donc le besoin d'avoir raison, c'est simplement de l'ignorance. Donc à ce moment-là, quand tu rencontres quelqu'un qui sait, puis toi, tu sais, puis tu te parles. Fait qu'il n'y en a plus d'anarchie. Fait qu'il n'y en aura plus d'anarchie parmi les hommes conscients. On a une réaction, on dirait, une société sans vérité, c'est aussi une société sans responsabilité. Une société sans vérité, c'est une société anarchique parce que les gens sont inconscients. Donc, les gens, dans une société, ont besoin de la vérité. Puis quand la vérité, elle commence à s'effondrer, comme ce qu'on vit présentement, à ce moment-là, on vit une rapide détérioration des mœurs, un rapide changement de la conscience psychologique de l'ego. Puis ça fait partie des souffrances de l'humanité ou de cette société-là. Puis ça fait partie de l'évolution de la race humaine. On passe à un autre niveau. Mais, sur le plan individuel, l'homme va en arriver à réaliser que la vérité, ça n'existe pas. Sur le plan collectif, il va se développer d'autres sortes de vérités. Parce qu'il y aura toujours de la vérité pour l'homme inconscient. L'homme inconscient a besoin de la vérité. Si pendant un certain temps, l'homme était théiste, puis dans un autre temps, il devient athée, être athée, c'est simplement une autre sorte de vérité. Ouais, mais pour l'homme conscient, la vérité n'existera pas parce que il comprendra la nature du mensonge cosmique, il comprendra la nature de la réflexion, il comprendra la nature de la réflexion. C'est ça. Pour aussitôt qu'il y a une réflexion dans le mental, t'en as une vérité. Ce qui fait que la vérité n'existe pas dans un mental intégré, c'est parce qu'il n'y a pas de réflexion. À ce moment-là, ben, ça dure tant de temps, puis quand c'est plus bon, ça, cette formule-là, ben, tu l'ajustes, puis tu l'ajustes, puis tu l'ajustes, puis tu l'ajustes, puis tu l'ajustes. Bon, ben, c'est ça la différence entre la connaissance et le savoir. Est-ce qu'un être qui est vibratoire, Bernard, répond à certaines lois? Parce qu'un être qui compose avec la vérité, lui, répond à des lois, les lois publiques, les lois sociales. Mais quand on... Un être qui est vibratoire, il répond à des lois mentales, puis un être qui est dans la vérité, il répond à des lois astrales. Il y a des lois mentales, puis il y a des lois astrales. Les principales lois mentales, l'espèce de point de jonction des lois du mental, c'est quoi? Il y a beaucoup de lois du mental, mais... les principales. Ceux qui sont à l'origine des autres. Une loi du mental là, qui est réellement fondamentale à la conscience humaine, là, c'est...
Tout ce qui se passe, c'est un truc. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est un Tout ce qui truc. se passe, OK, c'est un truc. Tout ce qui se passe, c'est du trucage. OK. Tout ce qui se communique, ça a une certaine validité. Tout ce qui se fait est réel. Tout ce qui s'actualise est réel. OK. Fait que techniquement, on a pas besoin de la pensée. Autrement dit, non, parce que penser, c'est pas communiquer. Fait que penser, c'est avoir l'impression d'être seul dans ta tête. Tandis que communiquer, c'est avoir la conscience d'être à deux. Puis actualiser, c'est avoir intégré suffisamment cette énergie-là pour rendre unique, si vous voulez, l'action de la lumière à travers l'âme, à travers les gars. Fait qu'il y a beaucoup, dans la conscience vibratoire, il semblerait y avoir beaucoup d'instantanéité. La conscience vibratoire, elle est totalement instantanée, parce qu'elle n'est pas réfléchie. On pourrait dire que par conséquent, elle est très imprévisible. Elle est totalement imprévisible. Ça bâtit quoi? Ça bâtit, ce que ça bâtit, ça veut dire que ça fait ce que ça fait. Regarde, hein? Il n'y a pas de loi psychologique, il n'y a pas d'état, il n'y a pas de paramètres subjectifs qui conditionnent cette action-là. C'est la conscience vibratoire. Ouais. Puis l'ego n'est pas capable de faire, il est pas capable de faire la gestion de ça. Comme là, si je pourrais faire tomber la boîte de Kleenex, là, je suis pas capable. La main, elle reste là. C'est la conscience vibratoire. Fait qu'à un moment que je mettrais toute ma volonté à faire tomber la boîte de Kleenex, je serais pas capable. Mais si la conscience vibratoire s'actualise, là, ça tombe. Ça s'en va. Fait que l'ego n'est pas impliqué dans la conscience vibratoire. Il n'est jamais impliqué dans la conscience vibratoire. Fait que quand l'ego n'est pas impliqué dans la conscience vibratoire au niveau du mental, il n'est pas impliqué au niveau des idées. S'il n'est pas impliqué au niveau des idées, à ce moment-là, il n'y a plus de limite au niveau de la recherche. Ça veut dire que, dépendant de son taux vibratoire, il est capable d'explorer les mondes en fonction de sa capacité de changer la forme ou de fracturer la forme. C'est lui qui devient le définisseur. C'est pour ça que je dis, dans l'évolution future de l'humanité, l'homme aura conscience critique. Conscience critique absolue veut dire capacité de définir la réalité à partir d'un centre mental qui n'est pas conditionné par ses émotions sur la Terre, donc qui n'est pas conditionné par l'âme, donc qui n'est pas conditionné par le mémoriel, qui est conditionné simplement par sa fusion, par son lien psychique avec ce qu'on appelle la lumière. Qui est totalement indépendant de la forme. Il est totalement indépendant de la forme. C'est là que je parle de savoir. C'est là que je fais la différence entre le savoir et la connaissance. La connaissance, c'est pour l'ego et son émotion. Le savoir, c'est pour mettre en vibration le mental de l'homme, simplement, et ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur, le savoir. Oh, que ça met en vibration. Tandis que la connaissance, ça a une valeur. On y met une valeur. Parce que ça crée dans la conscience de l'homme un état émotif qui perturbe son esprit, mais qui en même temps relaxe son esprit. C'est pour ça qu'on aime ça, la connaissance. Le savoir, ça nous intéresse pas trop, on a peur de ça. Parce que le savoir, ça nous déséquilibre tout le temps. Tandis que la connaissance, ben, c'est comme un plaster. Fait que si tu demandes à quelqu'un, ben, donne-nous de la connaissance sur Dieu ou donne-nous du savoir sur Dieu, tu vas avoir deux réponses différentes. Si tu donnes de la connaissance sur Dieu, à ce moment-là, tu vas créer un plaster pour l'ego. Tandis que si tu rentres dans le savoir, c'est-à-dire que si tu étudies par vibration l'architecture le mental des architectures, à ce moment-là, tu vas arriver à une définition ou à une critique absolue de ce qu'on appelle Dieu ou du concept de Dieu dont toi, tu vas être autant victime que celui qui t'écoute. Parce qu'une fois, quand tu es en vibration, puis que tu parles, tu es aussi victime, autrement dit, tu dois supporter le mouvement rayonnant de la vibration comme celui qui t'écoute. Fait qu'un être qui est dans le savoir, dans le fond, ça n'existe pas. Parce que le savoir, aussitôt qui devient une émanation de la vibration, ben, à ce moment-là, celui qui en est le véhicule devient l'auditeur, puis celui qui est dans la salle aussi devient l'auditeur. Tandis que dans la connaissance, celui qui est le porteur de la connaissance, il l'a déjà en lui. Autrement dit, quand tu es dans la connaissance, t'es déjà conscient de porter un enfant dans ton sein.
Tandis que quand t'es dans le savoir, t'as un enfant dans ton sein, mais t'en es pas conscient parce que tu sais pas comment est-ce qu'il va sortir. Tu sais pas s'il va avoir 2 bras ou 4 bras ou 10 têtes. Il va sortir comme il est supposé sortir en fonction de ta vibration. Fait que si t'es pas capable de le prendre, mais qu'il sorte avec 3 têtes, là, t'es mal pris. Tandis qu'avec la connaissance, ben, tu t'attends à ce qu'il sorte avec une tête, 2 bras et 2 jambes parce que c'est conventionnel. C'est normal. Il n'y a pas d'impondérable. Il n'y a pas d'impondérable. Tandis que dans le savoir, il y a toujours d'impondérable. Celui qui en est le porteur du savoir, il est aussi victime, si vous voulez, de l'impondérable que celui qui en reçoit l'éclaboussement à distance. La chose qui est surprenante, c'est qu'une personne comme vous, exemple, qui avait une conscience vibratoire depuis des années, soit aussi consistant. C'est imprévisible de la conscience vibratoire, mais en même temps, c'est extrêmement consistant. La seule raison pour laquelle c'est consistant de la conscience vibratoire, c'est parce que ça se préoccupe pas de ce que l'homme pense. La seule raison pour laquelle je suis consistant, c'est parce que je me préoccupe nullement de ce que vous pensez. Fait qu'à ce moment-là, ne me préoccupant pas de ce que vous pensez, je fais constamment fi de l'émotivité que vous mettez par rapport à ce que je vous dis. Ça veut dire ça que quand vous me recevez au niveau vibratoire, vous n'êtes pas capable de repartir dans le monde puis prendre ce que j'ai dit puis le rapporter. Parce que c'est pas adressé à votre intellect, c'est adressé à votre mental supérieur, dont vous avez plus ou moins conscience. Votre mental supérieur est capable de s'adapter à ça parce que ça fait partie des lois du mental supérieur, le vôtre et le mien. Par contre, votre intellect n'est pas adapté à ça. Fait que votre intellect, il a le choix de rejeter ce qui est dit, moi ça me dérange pas, ou de garder, ou de jouer avec. De jouer avec. Dans le sens c'est intéressant, puis taponner avec, si vous voulez, mais d'une façon assez positive. Fait que ce qui arrive, c'est que vous revenez. Vous allez revenir dans la salle. Si je fais des conférences pendant 10 ans, vous allez revenir au bout de 10 ans parce que il y aura rien dans ce que je vais avoir dit ultimement, qui va avoir été mesuré dans votre mental selon les lois du vrai et du faux. Parce qu'avec le temps, votre mental va avoir été changé. Vous allez tomber, vous autres aussi, dans les lois du mental intégral, dans le sens que vous serez plus pris dans la vérité, dans la polarité du vrai ou du faux. Fait que vous allez vivre ce que je dis de la même façon que moi je le vis quand je le dis. Fait qu'éventuellement, vous allez dire, ouais, il est consistant. Fait que c'est pas que je suis consistant parce que je me trompe pas. Je suis consistant parce que je joue pas dans vos tales émotionnelles. Effectivement, je me trompe pas parce que je suis consistant. Mais je suis pas consistant parce que je me trompe pas. Autrement dit, si vous faites une étude, si vous scrutez mon matériel au cours de 10-15 ans, vous allez dire, il y avait t'avais dit ça de même dans ce temps-là, puis tu dis ça de même aujourd'hui. À ce moment-là, si vous me ramenez ça, je vais simplement rejouer encore avec la forme pour vous la redonner d'une autre façon. Je dis, c'est intéressant, cette forme-là. Je vais vous faire continuer. Donc, c'est comme si je fais de la prestidigitation avec les mots à un point tellement avancé que vous êtes pas capable vous êtes plus capable à un certain moment donné de me subir parce que je fais même plus interférence avec vos émotions. Fait qu'à partir du moment où je fais plus interférence avec vos émotions, je fais plus interférence avec vous autres sur le plan de la connaissance. Donc, vous êtes capable de dire, il est consistant. Mais c'est pas parce que je suis consistant, c'est parce que je fais pas interférence avec vos émotions. OK. On vient de découvrir le mystère. Mais c'est pas un mystère, ça fait partie des lois vibratoires. Oui, je comprends. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça construit. Ça construit tout le temps. Oui. La seule raison que ça construit tout le temps, c'est parce que ça vibre toujours. Oui. C'est toujours la vibration. Mais qu'est-ce qui vibre? C'est l'esprit. Qu'est-ce que ça fait vibrer de la parole comme la vôtre? La parole, ça fait vibrer l'esprit de l'homme. Ouais. Puis cet esprit-là, ça permet de créer. Ben, ça fait partie du processus créatif parce que vous passez du plan d'énergie au plan de la forme. L'esprit, ça crée de la forme. L'esprit est toujours en dehors de la forme. Si vous parlez à eux autres en haut qui sont sur le plan, ce qu'on appelle le plan mental, si vous parlez à des êtres qui sont réellement en dehors du monde de la mort, que vous disiez n'importe quoi, ils vont toujours pouvoir vous le mettre à l'envers. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pris dans la forme. Fait que si vous êtes en fusion avec eux autres, automatiquement, vous aussi, éventuellement, vous en arrivez à ne plus être pris dans la forme du vrai et du faux. À ce moment-là, ben, vous êtes dans le savoir, ce qu'on appelle, nous autres, sur la Terre, le savoir. Donc, ce qui deviendra plus tard la science. Puis ce qui deviendra plus tard la science à un point tellement avancé que l'homme sera réellement capable de travailler avec les énergies d'une façon fluide. L'homme sera réellement capable de s'attaquer à la formation magnétique de l'atome.
Et là, l'homme entrera dans une science nouvelle. Bon, ben ça fait partie de l'évolution de son énergie, ça fait partie de l'évolution de la conscience, ça fait partie de l'évolution du mental, ça fait partie de l'évolution de la pensée. Il faut que ça évolue de la pensée. Mm-hmm. Vous parliez tout à l'heure de la pensée, de la communication puis de l'actualisation. Au stage où on en est, on peut parler strictement de communication parce que d'arriver à vivre d'une vibration puis de l'actualiser dans l'instantané, en tout cas, j'ai l'impression que les femmes ne supporteraient pas. Il faut que ça soit communiqué avant. Est-ce que c'est réel? Je comprends pas votre question. Est-ce que une personne comme vous, exemple, qui avait une conscience vibratoire, votre premier travail, c'est de communiquer avant de passer à un champ d'actualisation? Oui, la communication est fondamentale parce que la communication permet à des hommes de reconnaître qu'il y a plus en eux que ce qu'ils pensent. C'est très important que l'homme ait une mesure d'une très grande amplitude de sa conscience. Le problème avec l'évolution, c'est que l'homme était petit. La religion a fait de nous des petits hommes. Les systèmes ont fait de nous des petits hommes, alors que l'homme est aussi grand qu'il est capable de se manifester en vibration. Ça, faut que l'homme le reconnaisse, faut que l'homme le sache. Mais pour ça, il faut que les lois de la psychologie soient renversées. Donc, il faut que l'homme crée une nouvelle psychologie. Une psychologie fondée sur des constats universels, pas fondée sur des relations de valeur qui favorisent la société ou le statu quo social. Il faut que ce soit basé sur l'évolution progressive, rapide d'une conscience planétaire, mais dont le potentiel est de se morontialiser, c'est-à-dire de s'unifier à ce qu'on appelle l'esprit, pour pouvoir éventuellement pénétrer dans les mondes, le monde des architectures du mental, et réellement entrer dans le savoir, c'est-à-dire l'étude à l'infini de n'importe quoi. Ce qui amènera l'homme éventuellement à la science infuse. Autrement dit, la science infuse fera partie de la conscience de ses cellules, comme aujourd'hui la science réfléchie fait partie de la mémoire de sa race. C'est ça la grande différence entre un homme conscient et un homme inconscient. Un homme conscient, quelle que soit son éducation, a toujours une intelligence basée sur la mémoire de la race. Tandis qu'un homme conscient, son intelligence n'est pas basée sur la mémoire de la race. Elle est basée sur une mémoire qui est plus vaste, qui fait partie des plans universels et qui est en opposition avec la mémoire de la race. Non pas parce que la mémoire de la race n'est pas bonne, mais parce que la mémoire de la race le force, lui impose une conscience expérimentale, alors que l'homme, cosmiquement parlant, doit vivre une conscience créative, c'est-à-dire une conscience qui établit la normalité évolutive de son moi par rapport à d'autres moi ou par rapport à d'autres invisibles ou d'autres moi invisibles qu'on appelle le double, qui, dans la sommation, constitue le théâtre universel des races en évolution, qui constitue la relativité des mondes temporels et intemporels, et ainsi de suite. Il faut que l'homme un jour devienne conscient et puisse vivre le contact avec les matérialisations des autres mondes pour qu'il puisse finalement atteindre un statut de science suffisamment élevé et avancé pour pouvoir se véhiculer facilement dans le cosmos et rencontrer d'autres hommes, d'autres sciences, d'autres civilisations qui coexistent dans les temporels avec lui aujourd'hui, alors que lui pense qu'il vit simplement sur une petite planète là, très limitée, très chétive. Alors, quand on pense, on a des idées. Les idées, on peut les comparer. Mais quand on communique dans les registres dont vous parlez, est-ce qu'il faut qu'il y ait une réalisation concrète? Parce que quand vous communiquez, vous pensez pas, là, ça parle, ça communique. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de tangible, de formel, pour goûter à la réalité de cette communication-là? Ce qui me fait goûter à la réalité de cette communication-là, sa spontanéité. Des fois, je vais dans des registres que j'ai pas parlé. Fait que pour moi, c'est plus intéressant. Des fois, je vais dans des registres dont j'ai déjà parlé. Ça dépend toujours ça dépend toujours de la vibration. Ça dépend de ce que j'apprends quand je parle, parce que j'apprends des choses quand je parle. Il y a des choses que j'ai dites. Bon, je les apprends pas parce que je les ai dites. Mais il y a des choses que je dis, que j'ai pas dit avant. Donc ça, j'apprends. Donc c'est cette vibration-là qui me donne le plaisir du phénomène.
Est-ce que pour les gens qui sont dans un processus de conscientisation, qui veulent évidemment se libérer de la pensée au niveau des idées et des valeurs, est-ce que cette communication-là, projeter ces impondérables, ces pensées impondérables, ces énergies-là, est-ce que c'est suffisant pour goûter à cette réalité-là? Il ne s'agit pas pour l'homme d'arrêter de penser, vous devez arrêter de penser. Vous ne pourrez pas arrêter de penser de même. Ça ne vient pas de nous, ça, arrêter de penser. Il s'agit pour l'homme de savoir que la pensée vient d'ailleurs. À partir du moment où l'homme a conscience que la pensée vient d'ailleurs, parce que les hommes ne vivront pas nécessairement de fusion instantanée en ce qui concerne ce phénomène-là, mais les hommes vont en arriver éventuellement à faire le constat que la pensée vient d'ailleurs. À partir du moment où un homme vit ça, fait le constate que la pensée vient d'ailleurs, déjà, sa conscience change. C'est tout ce qui compte. Après ça, dépendant de son niveau d'évolution ou jusqu'où il va dans toute cette progression-là, ça dépend de lui-même, ça dépend de sa propre programmation. Mais au moins, le premier pas est fait. Il a pris conscience que la pensée vient d'ailleurs. Chercher à pas vouloir penser, c'est une perte de temps. C'est simplement... vous allez penser que vous pensez pas. Ça ne marche pas de même. D'ailleurs, j'ai rien contre la pensée humaine. Je dis simplement que éventuellement, l'homme passera du stage de la pensée réfléchie à la pensée communiquée. C'est simplement ça la différence. Faut être très précis sur ça parce qu'il y a des gens qui vont passer des heures à arrêter de penser. Puis ça marche pas comme ça. Mais il faut que l'homme sache que la pensée vient d'ailleurs. Fait que si ça lui est dit que la pensée vient d'ailleurs, bien probablement qu'un jour, ça sera confirmé dans son expérience personnelle que la pensée vient d'ailleurs. Là, il y aura une ouverture de conscience. Puis c'est comme ça que ça commence. C'est tout ce que l'homme a besoin. Pour que ça lui soit confirmé, il faut qu'il soit capable de le communiquer. La communication viendra après. Une fois que l'homme aura pris conscience que la pensée vient d'ailleurs, il commencera réellement à communiquer, puis c'est là qu'il entrera dans ce qu'on peut appeler le phénomène particulier de la conscience vibratoire. Là. Puis c'est là que l'homme va être capable d'aller dans des registres, puis passer de la connaissance au savoir, puis aller chercher des impondérables, puis travailler avec des impondérables. Puis il est là le grand plaisir, là. Parce que parler de choses qu'on connaît, puis il n'y a plus de plaisir là-dedans. Mais parler de choses là c'est un petit peu comme le sculpteur. Le sculpteur, il prend une matière inerte puis il lui donne une forme. L'homme conscient va prendre une matière qui était techniquement inerte auparavant, c'est-à-dire une pensée morte, puis il va lui donner un caractère vivant. Fait que c'est comme s'il va sculpter avec le mental. S'il va faire ce qu'il veut avec la pensée, avec la parole. Puis c'est ça le grand plaisir de l'homme conscient. C'est totalement en dehors du besoin d'avoir de la vérité, du vrai puis du faux. C'est simplement dans le processus créatif. Ça, c'est réellement la conscience supramentale. C'est pour ça qu'on l'appelle supramentale. Elle est au-delà du mental inférieur. Elle fait partie de notre temps. Elle fait partie de la conscience des cellules. Elle fait partie de la proximité avec sa conscience volontielle, et ainsi de suite. Elle fait partie de son lien avec la source, le double. Donc, à partir du moment où l'homme est capable de vibrer sa conscience, de vibrer sa parole dans ces registres-là, ben là, le savoir fait partie de lui, puis la connaissance est très loin de lui, puis le besoin de la connaissance s'éteint, puis la présence du savoir, puis le caractère instantané du savoir ben, fait partie de sa conscience présente. Il ne peut pas faire autrement. Une personne qui communique dans un registre qui est réellement vibratoire, qui est au niveau du savoir, est-ce que ses origines sont très près de lui? Ses origines sont près de lui dans le sens qu'il est capable instantanément d'être en communication avec sa source. Puis quand vous êtes capable d'être en communication avec votre source, dépendant de votre statut universel, dépendant de votre programmation occulte, et ainsi de suite, dépendant du degré de réceptivité que vous avez avec elle, cette source-là, ben, vous pouvez être dans deux mondes à la fois. Vous pouvez être sur le plan matériel, puis vous pouvez être sur le plan éthérique. Vous pouvez parler à l'homme, puis voir votre double. Vous pouvez communiquer avec votre double, puis communiquer avec l'homme en même temps. Fait que c'est comme si vous vivez deux vies en même temps. C'est comme vous avez une conscience à deux étages, et ainsi de suite. Puis quand vient le temps de la mort, ben à ce moment-là, ben vous sortez simplement de votre corps, puis là, vous finissez encore plus avec le double, puis là, vous rentrez dans la conscience de l'immortalisation. Donc, vous êtes plus capable de passer à la conscience astrale de la mort, comme on l'a connu pendant l'évolution. Et ça continue, puis ça continue. C'est simplement une autre vie.
Mais c'est une vie basée sur le rapport étroit entre la conscience planétaire de l'ego qui est devenu morontiel, c'est-à-dire conscience où l'âme et l'esprit, finalement, sont unifiés. Au lieu que l'âme vive son expérience seule, supportée ou mise en manifestation par son périsprit, qui est caractéristiquement sa couleur, l'âme est fusionnée à l'esprit. À ce moment-là, vous avez un lien entre le mortel puis ces plans-là. Puis ça amène éventuellement à la conscience morontielle. Ça crée l'homme nouveau, ça crée l'homme qui, demain, ne pourra plus revenir à l'expérience terrestre parce qu'il n'y a plus de karma rendu là, ainsi de suite. La pensée a bloqué la communication vibratoire. La pensée bloque toujours la communication vibratoire parce que la pensée sert essentiellement à l'âme, alors que la communication vibratoire fait partie du lien entre l'esprit et l'ego. Donc, une pensée, quand vous vivez une pensée, là, pensée, vous vivez un état d'âme. Vous vivez pas un état d'esprit. Mais quand vous vivez de la communication avec votre double, donc votre pensée cesse d'être réfléchie puis qu'elle devient un système de communication, à ce moment-là, vous êtes dans un état d'esprit. Vous n'êtes plus dans un état d'âme. Vous n'êtes même plus le même homme. Donc, vous ne pouvez plus dire les mêmes conneries. Vous en dites d'autres. OK. Bon, moi, ce que je veux vous demander, là, c'est que si la pensée a été l'élément filtrant qui a bloqué la communication, une fois que ça s'est sauté, qu'est-ce qui bloque la réalisation instantanée? Parce que vous parliez pensée, communication et réalisation. Qu'est-ce qui empêche de passer de la communication instantanée avec la source à de la réalisation instantanée? Qui serait ce que vous appelez le pouvoir? Parce que la pensée, c'est le filtre entre la pensée et la communication. On a de la difficulté à traduire la pensée en action parce que on la réfléchit tellement que elle perd de sa puissance. C'est la réflexion de la pensée c'est la réflexion de la pensée qui lui enlève sa puissance. Si l'homme réfléchissait pas la pensée, si l'homme vivait la pensée comme étant simplement un moyen de communication avec le plan mental, l'homme serait instantanément en action. L'homme n'aurait jamais besoin dans la vie de penser à quoi ce qu'il fait. Il le ferait instantanément. Mais comme on n'est pas comme ça, comme on est des êtres dont la conscience est expérimentale, la conscience n'est pas créatrice, à ce moment-là, on est obligé de se servir de la pensée comme appui psychologique pour confirmer à notre ego un mouvement quelconque, pour avoir une sorte de certitude qu'on appartient à quelque chose, qu'on est existentiellement apparent. Alors que dans le mouvement créatif de la pensée non réfléchi, un homme là qui pense, puis qui serait plongé instantanément dans le non pensif, un homme qui vit sa pensée de façon expérimentale et qui passait automatiquement dans une conscience en fusion, il aurait l'impression nette d'être fou. Autrement dit, il aurait l'impression nette, en tant qu'ego, de ne plus appartenir à quoi que ce soit, puis ça serait la folie instantanée parce que la pensée, chez l'être expérimental, donne toujours à sa conscience inférieure, à travers le biais des émotions, de l'importance. Okay. Alors que le lien avec la source, donc la pensée non réfléchie, enlève à l'ego la moindre perception d'importance. Donc, vous avez transparence à l'extrême. Ayant transparence à l'extrême, en tant que personnalité, vous disparaissez. Vous devenez personne simplement parce que vous êtes totalement individué, mais le passage d'un à l'autre crée une initiation abominable. Ce que les initiés vivent. Bon, ben l'homme vivra ça d'une façon graduelle. Puis s'il est capable de prendre, de comprendre, puis d'appliquer les lois d'une nouvelle psychologie par rapport à son mental évolutif expérimental, mais l'homme va rentrer dans une conscience certaine, graduellement, sans vivre toute l'expérience profondément occulte d'un initié. D'ailleurs, c'est pour ça que les initiés existent, pour faciliter ce passage-là. Mais techniquement, la pensée sert à
à donner à l'ego l'impression d'être. Alors que la pensée créatrice, donc la communication, donc le cerveau éthérique, qui est le véhicule d'une pensée comme ça ne donne pas à l'ego l'impression d'être. Un être conscient n'a pas l'impression d'être. Il n'y a pas l'impression d'être. Il n'y a pas besoin de l'impression d'être. Puis ça lui donne quoi? Mais ça lui donne la capacité d'être sur deux plans en même temps. Sur le plan physique, sur le plan moral, c'est elle. Fait que s'il a besoin de parler au double, ben, il est capable de parler au double sans vivre les traumatismes psychologiques d'un ego qui est renversé dans l'expérience de sa valeur. La raison pour laquelle l'homme n'est pas capable de parler directement avec son double là, tout le temps de même, c'est parce que son ego a besoin d'un ground ici. Il a besoin d'avoir l'impression que c'est lui qui pense. Fait que cette impression-là que c'est lui qui pense, qui est donnée à l'ego, est enlevée à une conscience, vibratoire. C'est pour ça, à ce moment-là, qu'il peut se réaliser, ou quasiment dans le même instant qu'il communique. C'est ça. On pourrait même dire que sa communication, c'est de la réalisation. C'est de la réalisation, oui, définitivement, oui. OK. Ça explique d'ailleurs, la façon que vous le dites, là, ça explique pourquoi il n'y aurait pas d'anarchie dans une socialisation de gens conscients, parce que justement, en n'ayant pas la problématique de l'importance, il n'y aurait pas de problématique de hiérarchie. C'est ça. Parce que c'est de la réalisation. Puis de la réalisation, ça veut dire quoi? De la réalisation, c'est l'envers de l'exploitation. Donc, un être qui est en réalisation, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il devient canal à un plan universel, dépendant de son statut universel. Donc, il devient canal à un plan dont l'envergure totale historique, il n'y a même pas besoin d'en comprendre. C'est un petit peu comme le Christ. Le Christ, quand il est venu, il avait besoin de comprendre toutes les conditions, toutes les conséquences de son acte au cours de 2000 ans. Ça fait que l'être, il devient un canal, puis devenant canal, il se réalise dans son mouvement. Et ça, c'est suffisant pour éliminer les embûches de l'anarchie, parce qu'il n'y a plus de besoin, en tant qu'individu, de réfléchir son acte, ce qui est la prérogative de l'ego, mais ce qui est aussi son talon d'Achille en tant qu'être ou en tant que conscience expérimentale. Mais ça, c'est possible parce que l'homme a été amené à réaliser, à constater que il pensait qu'il pensait. Une fois que tu as digéré cette pilule-là, tu es correct. C'est vraiment la grosse pilule, hein? C'est la grosse pilule, c'est la Tylenol forte. Puis ça fait partie de l'évolution, ouais. Ouais. Des gens qui se communiquent dans une conscience vibratoire ont-ils vraiment besoin de communiquer au niveau de la parole? Ou si tout peut se faire au niveau télépathique? Pourquoi est-ce qu'il ne se communiquerait pas au niveau de la parole? La parole est utile dans certains temps, puis la télépathie est utile dans d'autres temps. Ça dépend de la proximité des corps matériels. Ça dépend aussi des fonctions occultes. Fait que ça dépend de l'outillage, autrement dit, ça dépend de la relation entre les forces psychiques puis la formulation physiologique des organes, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est évident que si vous parlez à un être qui vient d'une planète quelque part, mais vous n'avez pas besoin de communiquer par télépathie. Vous êtes obligé de communiquer par télépathie parce que la relation entre son esprit et ses organes est différente de la vôtre. Mais sur le plan matériel, l'homme est capable d'utiliser la parole puis communiquer avec la parole, mais cette parole-là devient totalement créative. Puis l'homme peut aussi vivre la communication télépathique sur le plan matériel. Ça dépend de ses conditions. Il n'y a pas un danger par le biais de la parole, de réfléchir encore en parlant. Même si on pense plus ce qu'on parle, mais à cause de la parole, de vivre une réflexion de la parole. La parole devient de plus en plus ajustée avec le temps. Il va venir un temps où l'homme va être capable d'utiliser la parole avec autant de précision ou avec une précision égale à la communication intérieure qu'il y a. Autrement dit, là, un homme qui est conscient, là, quand il parle, là, ça a la même valeur que s'il allait par en dedans et il disait à son double, c'est ça. Le double dirait, oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis un jour, il dirait, mais ferme ta gueule, là, arrête de me demander si c'est ça, parle. Fait que quand tu es rendu là, à un point où le double est capable de te dire, bon, ben, ferme ta gueule, arrête de me demander si c'est ça, ça veut dire que tu n'es plus pris par la crainte de ne pas être dans la vérité. Fait que quand tu n'as plus la crainte de ne pas être dans la vérité, à ce moment-là, tu as une parole créative. Mais tant que tu parles, puis tu as la crainte ou l'anxiété de ne pas être dans les vérités, à ce moment-là, ta parole n'est pas ajustée, puis là, tu ne peux pas être dans la vérité. Puis à ce moment-là, si tu parles, il faut que tu fasses attention, parce qu'automatiquement, tu peux créer du mensonge. Intéressant.
Ben, je vous remercie infiniment, Bernard de Montréal. À la prochaine. Créer du mensonge, ça veut dire induire l'homme en erreur psychologique. Ça ne veut pas dire nécessairement induire l'homme dans le mal. Ça veut dire induire l'homme dans l'erreur psychologique. Ça veut dire faire des constats qui ne sont pas réels. C'est-à-dire que tu vas faire des constats qui sont basés sur la réflexion de l'ego et non pas sur la fusion morontielle de ta conscience. Fait